Bonjour, je suis Guillaume Marchand, je suis Solution Architect chez AWS. Cette session, c'est une session pour démarrer sur AWS. Elle va être consacrée à la gestion de l'identité et l'accès aux ressources du cloud. Donc, accès à vos utilisateurs sur AWS et accès de vos applications sur la plateforme. Comment ça va se passer? Premier sujet, on va parler d'exemples de nos clients. Comment ils font pour gérer leurs identités, les différents patterns d'accès à l'identité. Une rapide overview de l'ensemble des services AWS et enfin les best practices. Vous allez voir beaucoup de choses, donc vous allez pouvoir, comme a dit le pitch, briller en société sur AWS et l'objectif c'est d'avoir les bonnes pratiques derrière en fait. Il y a une phrase qu'on dit souvent chez AWS, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme de compression pour l'expérience. Et ça fait maintenant 12 ans qu'AWS construit cette plateforme et on voit nos clients migrer sur AWS. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas une trajectoire unique en fait sur la migration vers AWS. Et la première étape de cette migration, c'est l'identité en fait. Si je ne peux pas accéder à la plateforme, ça va être compliqué pour moi pour migrer. Si mes applications ne peuvent pas attaquer les ressources, ça va être compliqué aussi. Donc, pas de solution unique. Et j'y arrive. Et on va le voir à travers nos clients, en fait. TIBCO, qui est un service SaaS sur AWS. Leur histoire, c'est qu'ils ont démarré sur AWS avec un compte. Et puis en plus, après, ils ont grossi. Ils ont grossi pour arriver à avoir une centaine de comptes AWS. Et ces comptes AWS, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils étaient complètement autonomes. Chacun vivait leur vie séparément. Et à un moment donné, on n'arrive plus à passer à l'échelle, en fait. Donc quand la business grandit et qu'on a plein de comptes autonomes avec des facturations complètement différentes, on n'arrive pas à passer l'échelle. Donc ils ont fait ce constat-là, et ensuite ils se sont posés et construit une gouvernance par-dessus. Ils ont utilisé un service chez nous qui s'appelle AWS Organisation, et ça permet d'avoir une hiérarchie de comptes, et ils ont travaillé sur cette hiérarchie de comptes pour poser une gouvernance de sécurité. Le sujet, c'est que si vous avez un compte qui est plus sécurisé que l'autre, et un autre qui est moins sécurisé, c'est le compte le moins sécurisé qui donne le là, en fait. C'est que votre plateforme, elle n'est pas sécurisée. Et le deuxième sujet, c'est, OK, je vais mettre une gouvernance, mais je ne veux pas que ça ralentisse mon business. Donc, la solution, c'est d'automatiser. Et avec AWS Organisation, vous allez avoir, c'est un service AWS comme un autre, avec des API, et vous allez pouvoir automatiser la création de comptes lorsque vos collaborateurs auront besoin de créer ces comptes. Et TIBCO, ils ont été encore plus loin sur cette automatisation de comptes. Ils n'ont pas fait un système de ticketing, je crée un ticket, il y a une personne derrière qui crée ce compte. Non. Ils ont été jusqu'à leur messagerie instantanée et ils ont créé un bot dans Slack qui permet de créer des comptes à la volée. Et l'intérêt de tout ça, c'est que tout est tracé en fait. La création de comptes est tracée complètement. Et en plus, les gens ne perdent pas leur temps, vos offres ne perdent pas leur temps sur des tâches manuelles qui ne sont pas à forte valeur ajoutée. Ils se concentrent sur le business, en fait. Deuxième exemple, XMe. XMe, c'est une mutuelle de santé américaine. Et eux, leur sujet, c'est qu'ils gèrent de la donnée de santé, en fait. Eux voulaient construire une application mobile pour leurs clients finaux, pour que ces clients finaux accèdent à leurs données de santé, accèdent à leur remboursement. Sauf que c'est la donnée de santé, c'est la donnée critique. Et donc cet accès est important. Cet accès doit être sécurisé. Cet accès, on doit savoir quelle est la personne et est-ce qu'elle a le droit d'accéder à cette donnée. Et pour ça, ils ont utilisé un service qui s'appelle Amazon Cognito. Donc c'est un service AWS pour gérer l'identité de vos utilisateurs finaux. Et ils ont utilisé un composant qui s'appelle User Pool. Ce composant, c'est un annuaire. Et en fait, ça va permettre de stocker l'ensemble de vos utilisateurs de votre application mobile et de pouvoir la gérer correctement. Et donc, vous allez déléguer à AWS la gestion de cet annuaire. On reviendra plus en détail sur ce service. Et ça, c'est deux exemples. Il y en a plusieurs d'autres. Une chaîne de restaurants mondiale, elle a des caisses enregistreuses. Ces caisses enregistreuses sont pour leurs vendeurs, mais il y a aussi des caisses enregistreuses en self-service. Vu que c'est mondial, global, ils en ont partout. Comment je fais pour gérer ces devices? C'est un device IoT, en fait. Comment je fais pour gérer ces devices qui sont déployés à l'échelle et comment je fais pour avoir un listing? Ils ont utilisé un service qui s'appelle Amazon Cloud Directory et c'est un annuaire qui permet de recenser l'ensemble de ces devices et de pouvoir les piloter. Un autre client pharmaceutique, et là, ils ont un besoin de virtualisation
de desktop Windows, donc ils veulent avoir un bureau Windows dans le cloud. Le sujet, c'est qu'ils vont mettre ça à disposition de leurs collaborateurs, mais il faut que l'expérience client elle soit la même, en fait. C'est-à-dire qu'elle soit la même, c'est-à-dire que la personne ne doit pas avoir une identité différente dans le cloud et une identité au bureau, en fait. Donc, on branche leur annuaire d'entreprise à Workspaces, qui est la solution de bureau virtuel chez AWS, pour avoir une expérience qui est complètement transparente. Et ainsi, le service va être utilisé. Ça ne sera pas un échec. Donc, plusieurs expériences au niveau fonctionnel. Déjà, on voit déjà 4 sujets qui sont complètement différents et on ne parle que d'identité. Et après, on rajoute une autre dimension, c'est la dimension technique. Web mobile, client lourd, comment je fais pour authentifier ces devices? Windows Linux, encore 2 technos. Microsoft Active Directory, annuaire d'entreprise versus LDAP. Managed Services contre ma propre infrastructure. Est-ce que j'ai des applications, une plateforme traditionnelle ou une application cloud type serverless, vous avez dû entendre en parler aujourd'hui? Tout ce qui est compliance, sécurité de la donnée, comment je fais pour y accéder? Donc, plein de paradigmes, plein de sujets. Comment on fait pour adresser chacun des sujets? C'est ce qu'on va voir dans cette session. On revient à la base. C'est quoi l'identité et l'access management? Il y a 3 piliers. La première, c'est l'authentification. Comment je m'assure de l'identité de la personne, de l'application, et comment je m'assure que c'est la bonne personne qui va accéder à la bonne ressource. Donc là, ce que vous voyez, c'est login mot de passe, truc classique que tout le monde voit, mais il y a d'autres façons de faire. Ça, c'est pour le user. User, il peut faire de la fédération. Votre applicatif, vous n'allez pas lui coller un user mot de passe, et puis à chaque fois, il va aller attaquer une API, un service avec un user mot de passe. Il y a encore d'autres sujets. Il y a plusieurs façons de s'authentifier. L'objectif, c'est de s'assurer que ce soit la bonne personne ou la bonne application. Et ensuite, une fois qu'on sait l'identité de cette personne, elle a le droit d'accéder à quoi? Elle a le droit d'accéder à cette ressource, elle a le droit d'accéder à une autre. Est-ce qu'elle a le droit de lire, d'écrire, de supprimer? Il faut définir le droit, il faut le définir finement. Elle n'a pas le droit d'accéder à l'ensemble de la base de données, elle a le droit d'accéder à certains champs. Donc ça, c'est l'autorisation. Et un sujet qu'on oublie souvent, dans l'IM, c'est l'audit. Il y a eu un comportement, il y a eu un événement sur ma plateforme. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où ça vient? Où est-ce que je m'assure que cette donnée, ce log d'audit, il est? Et comment je fais pour y accéder? Est-ce qu'il est sécurisé? Parce que si vous avez une cyberattaque, qu'est-ce que va faire la personne? Le cyberattaquant, première chose qu'il va aller faire, il va supprimer vos logs d'audit pour ne laisser aucune trace. Comment je fais pour gérer cet audit, en fait? Et après, la gouvernance, on a commencé à en parler, avoir le même niveau de sécurité partout, avoir des règles, et comment s'assurer que ces règles elles sont respectées. Donc l'audit, traditionnellement, c'était de l'audit manuel, j'en faisais une fois par an, une fois tous les 2 ans. L'objectif, c'est d'automatiser tout ça. C'est que ça soit un automatisme, que ça ne soit pas manuel. Oh, zut, cette année, je l'ai oublié de faire l'audit. Pas grave, je le ferai l'année prochaine. Non, ça ne passe pas la sécurité. C'est job 0 chez AWS. Et donc, les services. Il y en a quelques-uns. On a commencé à voir Identity Access Management. IAM, c'est un service AWS comme un autre. Et la particularité de ce service, c'est qu'il gère que les ressources AWS. Il ne gère que la plateforme AWS. Il ne va pas gérer l'identité et l'accès de vos applicatifs. Donc, il gère que les ressources AWS, ce qui est déjà une grande chose. Il y a plusieurs centaines de services AWS. Et gros intérêt, c'est que toute l'identité et l'accès, la sécurité d'accès à ces centaines de services, elle est centralisée en un seul point. Vous avez un seul point à regarder et à traiter. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans chacun des services pour analyser ce qui se passe. L'audit est central. Cognito, on a commencé à le voir, on va le voir en détail petit à petit, c'est l'identité, l'authentification, l'autorisation de vos applications. Et on va aller plus loin, en fait. On va regarder les parcours clients d'inscription, parcours client de gestion de mot de passe, parcours client chez la personne s'est authentifiée 10 fois, a essayé de s'authentifier 10 fois. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous le gérez, vous? Eh ben, on va vous donner la solution pour ça. On va vous donner les bonnes pratiques d'authentification de vos clients finaux.
Et Cloud Directory, j'ai commencé à en parler, annuaire, AWS. Et là, vous me dites, super, vous avez réinventé la roue, il y a déjà Active Directory, il y a déjà LDAP. Particularité de Cloud Directory, c'est que ça va être à l'échelle. On va déployer à l'échelle, ça va être élastique. Cloud Directory est un service qui est utilisé par nos services. Donc c'est une fondation chez nous. La particularité par rapport à un AD ou par rapport à LDAP, c'est que sur un AD ou un LDAP, vous avez une seule dimension. Alors que sur Cloud Directory, vous allez pouvoir parcourir votre donnée sur plusieurs dimensions. Je m'explique. Par exemple, sur un Active Directory, vous avez une dimension de reporting, et sur Cloud Directory, vous allez avoir cette notion de reporting, cette même hiérarchie. Par contre, vous allez avoir une notion de cost management. Vous allez avoir une hiérarchie complètement différente avec la même donnée. Ensuite, les autres services, je rentre dans le détail. Organisation, on commençait à en parler. Hiérarchie de compte. Dans une entreprise, vous allez avoir un compte pour les gens du big data, vous allez avoir un compte pour les développeurs, vous allez avoir un compte pour la sécurité, vous allez avoir un compte pour le service financier qui va gérer la facturation. Vous allez commencer à avoir des comptes un peu partout. Il vous faut une gouvernance sur ces comptes. Il vous faut les mêmes règles de sécurité partout. Est-ce que c'est ce que vous avez apporté organisation, en fait? Une hiérarchie de comptes, et sur certains blocs de comptes, vous allez définir une politique de sécurité par-dessus. Par exemple, mes développeurs, est-ce qu'ils ont le droit de modifier mes services de sécurité? On parlait de l'audit tout à l'heure, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Est-ce qu'ils ont le droit d'aller jouer avec le service de facturation? Le service de facturation est un service AWS avec une API, comme les centaines de services. Est-ce qu'ils ont le droit d'aller modifier? Ils ont sûrement le droit de lire. C'est surtout important qu'ils aillent lire la facturation. C'est une métrique d'exploitation comme une autre. Mais modifier, il faut réfléchir. Automatisation de création de compte. Gouvernance ne veut pas dire décélérer, ça veut dire accélérer, automatiser pour aller au plus vite, pour répondre au plus vite aux besoins et se concentrer surtout sur son métier. Et ensuite, le billing. Quand on prend le cas du client tout à l'heure, plusieurs centaines de comptes, centaines de façons de facturer, à la carte bleue, à la note de frais, à l'invoice, à la facture. Comment votre direction financière ait une vision complète sur la consommation d'AWS? Impossible. C'est ce que va vous porter organisation, c'est qu'à un moment en haut de la pyramide, on va avoir un compte qui s'appelle Master Account. Et là, l'ensemble de la facturation va remonter sur ce Master Account et va être piloté juste sur ce Master Account. Et vous allez avoir une seule facture. Vous allez avoir l'ensemble des informations. Vous taguez une instance avec un tag, par exemple, mon application, mon environnement et mon cost management ou ma business unit. Ça va remonter dans la facturation et vous allez pouvoir analyser les coûts, environnement, business unit, cost. Vous allez pouvoir tout analyser. Single sign-on, c'est un service qui est sorti l'année dernière. Donc là, vous avez défini une centaine de comptes. Comment je fais pour y accéder? On a défini une organisation, et là, je ne vais pas faire 100 identités différentes. Je ne vais pas mettre mon login mot de passe sur chacun des comptes pour y accéder. Ça va être une horreur à piloter. Et donc, SSO, c'est son rôle, en fait. C'est de pouvoir basculer d'un compte à l'autre en toute transparence. Comment ça marche? Vous allez utiliser votre annuaire corporate, on va dire Active Directory, par exemple, votre annuaire d'entreprise. SSO, le service SSO va se brancher dessus. Vous allez vous identifier une première fois sur une interface de SSO, de Single Sign-On, et après, vous allez choisir votre compte. Vous allez pouvoir basculer de compte à compte, et ça va être complètement transparent pour vous. Le petit plus, c'est que ce SSO, donc vous allez pouvoir accéder à la console AWS avec, mais vous allez pouvoir accéder à des partenaires, aux applications SaaS partenaires. Une petite liste, Atlassian, AppDynamics, Google Suite, Office 365, GitHub, New Relic, Salesforce, ServiceNow, Slack, Tableau, Workplace de Facebook. Et donc ça, c'est la liste de nos partenaires. Et en plus, si vos partenaires ont un endpoint SAMLv2, SAMLv2, c'est de la fédération, vous allez pouvoir implémenter ce provider dans Single Sign-On. Ça veut dire que vous avez sûrement une identité sur Salesforce, ça sera une autre identité différente de votre annuaire d'entreprise. Vous aurez une seule. Et le gros intérêt de ça, c'est que si la personne
quitte votre entreprise, vous supprimez dans votre Active Directory, dans votre entreprise, elle n'a plus accès à l'ensemble de ces applications. Pareil, quand vous allez créer un compte, quand la personne vient, quand vous avez du mouvement, c'est super important d'avoir qu'une seule identité. Et le petit plus, c'est que c'est pas cher parce que c'est gratuit. C'est un service qui est complètement gratuit. Directory Service, c'est un Microsoft Active Directory managé par AWS. C'est une version authentique d'Active Directory, ce qui veut dire que vous allez utiliser les mêmes outils d'administration que vous utilisez actuellement. Vous n'avez aucun changement d'administration. Le plus, c'est qu'on va manager pour vous cet Active Directory. Après, vous avez différentes possibilités. Soit vous migrez votre Active Directory de vos data centers vers AWS, soit vous faites une extension de votre Active Directory vers AWS. Parce que vous faites de l'hybride, vous avez un bout de votre plateforme qui est sur on-premise et vous avez l'autre bout sur AWS. Vous faites une extension de votre Active Directory pour que vos workloads, par exemple Windows, puissent accéder à cet annuaire. Et là, si je reprends tous les services, qu'est-ce qui se passe si on agrège le tout? Mon utilisateur final, il va s'authentifier sur Single Sign-On. J'ai fait une extension de mon Active Directory avec AWS Directory Service, et donc je l'ai connecté à mon annuaire d'entreprise, et là j'ai l'ensemble des groupes. Je regarde les autorisations qu'il a, et une fois que je sais ce qu'il a, mon utilisateur va pouvoir aller. J'ai dit, écoute, ce groupe-là, il a accès à cette hiérarchie, il a accès ou à ce compte. Et donc, il va pouvoir aller de compte en compte en fonction, par exemple, c'est un Ops, il a besoin d'aller sur les comptes de prod. C'est un Ops de Big Data, il a besoin d'aller sur le compte de prod pour le Big Data. En fonction de votre organisation, en fonction de votre manière de fonctionner, les possibilités sont ouvertes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de solution unique, en fait. Il n'y a pas de solution unique. Il n'y a pas... Le problème des solutions d'identité du marché, c'est que vous avez un besoin qui est carré, et la solution d'identité est un peu triangle. Et donc, vous êtes obligé de rentrer dans ce triangle vous êtes adapté votre besoin pour rentrer dans la solution d'identité. Avec l'ensemble des services AWS, notre objectif, c'est qu'on corresponde au plus parfaitement sur vos besoins, en fait. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir agréger certains services ensemble pour répondre à votre besoin. Un service qui est sorti cette année, le sujet là, c'est vos mots de passe. Vos mots de passe, par exemple, mot de passe de base de données. Votre application elle a besoin d'accéder à une base de données MySQL. Qu'est-ce que je fais de ce mot de passe, quoi? Je vais le mettre dans mon code source, bien en dur comme il faut. Il va se retrouver sur Git. Je fais du GitHub, et puis du jour au l'autre, c'est en public. Et j'ai mes mots de passe qui se baladent sur le public. Autrement, ils vont se retrouver, mes mots de passe de prod vont se retrouver sur chacun de mes postes de développeurs. C'est pas la bonne pratique. Avant, il y avait plusieurs solutions. Soit vous utilisiez des coffres forts type open source qu'on trouve sur le marché, soit vous mettiez dans un bucket S3 que vous sécurisiez et, avec un fichier JSON, et on arrivait à s'en sortir. Avec ce nouveau service, c'est un service managé de coffre fort, et on va chiffrer l'ensemble de vos mots de passe avec un outil qui s'appelle KMS, chez nous, Key Management Store. Vos mots de passe seront chiffrés avec votre clé de chiffrement qui sera stockée dans KMS, et à partir de là, vos applicatifs qui ont un droit particulier, une autorisation particulière qu'on va gérer dans Secret ici, qu'on va gérer dans Secret Manager, que vous allez gérer dans Secret Manager, cette application de prod va pouvoir accéder à cette clé, cette base de données, ce mot de passe de base de données. Et c'est vous qui allez administrer. La subtilité, c'est qu'on va pouvoir faire tourner cette clé, ce mot de passe de base de données, régulièrement. Je vais avoir une fonction lambda, donc une fonction as a service, en Node.js, Python, Go, ce que vous voulez. Et cette fonction lambda, elle va avoir un droit particulier, par exemple, sur la base de données, pour changer le mot de passe le mot de passe de la base de données. Et elle va avoir le droit d'aller écrire dans Secret Manager. Et donc, tous les mois, elle va mettre à jour ce mot de passe. Juste la lambda a le droit de faire ça. Elle a juste ce droit de user. Et après, vos applicatifs, quand ils ont besoin de récupérer le mot de passe, ils vont le récupérer en toute transparence. Ils ne vont jamais se rendre compte que le mot de passe a changé. Et lui va tourner tout le temps. Toujours l'audit. Vous allez avoir un audit complet sur qui a accédé à quoi,
qui a modifié quoi. Et après, au niveau du coût, vous allez payer au secret et vous allez payer au call d'API. Si vous l'utilisez pour une petite application, ça va vous coûter pas grand-chose. Et après, vous pouvez l'utiliser à l'échelle. Et ça, c'est un service serverless, pas d'instance. Vous avez juste un call d'API à faire. C'est pour ça que vous payez au mot de passe et au call d'API. Les bénéfices, on va rentrer en détail. La sécurité. Sécurité, c'est le job numéro 1 de tous les employés d'AWS. La sécurité, on a des millions de clients. Comme je vous disais, on a pratiquement 12 ans d'expérience. La sécurité dans AWS, avec cette expérience, avec ces millions de clients, elle est meilleure que dans un data center, que pilotée par un infogérant, par exemple. Deuxième sujet, la flexibilité. Comme je vous disais tout à l'heure, les solutions d'identité, vous êtes obligé de vous contraindre votre besoin dans cette solution. Ce n'est pas un objectif. L'objectif, c'est de répondre à votre besoin. Et le troisième point, c'est la compréhension. L'objectif, c'est, comme vous voyez, il y a plein de services. C'est compliqué. Clairement, ça va être compliqué. Hein. C'est compliqué de gérer l'identité et c'est compliqué de la gérer correctement. Ce qui va se passer, c'est quand vous allez sur un service, vous allez cliquer sur le bouton, le service il va être up, et vous allez avoir déjà un premier niveau de sécurité, d'identité. Et en fait, pour ça, on va vous donner une première façon de faire, et vous allez affiner, vous allez itérer. Vous allez itérer en fonction de votre besoin. Premier essai, ok, il y a des choses qui fonctionnent, des autres qui ne fonctionnent pas. Je réitère, je change. Je réitère, je change pour avoir une solution qui correspond à vos besoins et au plus près de votre besoin. Si je reviens sur la sécurité, les credentials, je reviens encore sur les mots de passe. C'est quoi la meilleure façon de gérer les credentials? C'est de ne pas en avoir du tout, en fait. Clairement, c'est de les supprimer complètement. Comment on fait ça? Si vos applications tournent sur EC2, sur la machine virtuelle, on va utiliser les rôles IAM. C'est quoi un rôle IAM? C'est vous rendre transparent la gestion de mots de passe. Ça veut dire qu'avec le SDK AWS, avec la command line AWS, on va assumer un rôle. Ça veut dire que votre application, elle va assumer un rôle et en fait, on va générer un mot de passe temporaire, environ 1 heure, et qui va être complètement abstrait par le SDK. Ça va être complètement transparent pour vous. Donc, si on rentre dans le détail, j'allume mon instance EC2, je lui définis un rôle web, par exemple, c'est un site web PHP, et quand je vais aller sur mon PHP, je vais prendre le SDK PHP, je vais lui faire AWS S3 get cet objet. Qu'est-ce qui va se passer? Il va récupérer cet objet. Pourquoi? Parce que dans mon rôle que j'ai défini sur mon instance ED, je lui ai défini une politique d'accès à S3. Et votre applicatif, il n'a rien à gérer. C'est complètement transparent. Pas de mot de passe, pas d'access key, pas de secret key qui est géré dans votre code, dans votre config. Même pas de secret manager. Absolument rien. Ensuite, si vous avez quand même besoin d'un mot de passe pour vos utilisateurs, je sais pas, vous devez démarrer très vite et vous n'avez pas encore mis en place l'Active Directory, donc vous pouvez créer des user IAM dans la console. La bonne pratique, c'est de mettre une authentification à multifacteur, c'est-à-dire de remettre un deuxième mot de passe temporaire. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle un MFA. Vous voyez le joli logo, c'est un token physique type Gemalto, et ça va générer des mots de passe aléatoirement et vous allez pouvoir le rentrer. Ça, c'est la bonne pratique. Donc, token physique Gemalto, par exemple, ou Google Authenticator. Vous avez la possibilité de le faire pour les user IAM dans la console AWS. Et comme on a vu, SSO pour les utilisateurs, SSO pour ne pas gérer le mot de passe. Ensuite, le chiffrement de vos données. À quoi ça va servir? Pourquoi on parle de chiffrement de données sur un track d'identité? Toujours pour accéder. Qui a le droit d'accéder à la donnée? Qui a le droit de déchiffrer cette donnée? Donc, chiffrement de la donnée en transit et aussi au repos. En transit, SSL, et là, donc il va falloir un certificat SSL. Et le même problème, c'est la gestion de ce certificat. Comment je vais faire pour gérer ce certificat? Et toujours la bonne blague du renouvellement du certificat que j'ai oublié parce que ça faisait 1 an. Et pouf, mon application, le dimanche, ça ne marche plus. J'arrive plus à payer, par exemple, quand je suis une société bancaire. La solution, c'est AWS Certificate Manager. On va générer pour vous votre certificat
et on va le renouveler aussi pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est que Certificate Manager va se brancher avec notre solution de load balancer, AWS ELB, et va déployer ce certificat sur les load balancers, et le renouvellement va être automatique aussi. Idem pour le Content Delivery Network, CloudFront, sur la solution de cache pour vos clients finaux. On va déployer ce certificat SSL sur la solution CloudFront. Et ça va être complètement transparent pour vous. Ça va vous enlever une grosse épine du pied. Sécurité des applications, on en a parlé avec Cognito. On en reviendra petit à petit en détail. Ça, c'est super important. La finesse de vos politiques. Vous allez arriver sur la plateforme parce que, clairement, vous allez avoir un TTM, Time to Market, qui va être super urgent. Il va falloir que vous déployiez au plus vite sur la plateforme. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez ouvrir les droits à tout le monde. Tout le monde va être admin pour pouvoir bosser et vos applicatifs vont être admin. Là, super mauvaise pratique. Pourquoi? Quand vous arrivez en prod, vous allez avoir un tampon de la sécurité et ça va être un gros veto. Clairement, ça va être un gros veto parce que vos applicatifs et vos users, ils vont avoir le droit de tout faire, d'aller supprimer de la donnée, la modifier, la lire qu'elle ne devrait pas lire, et ça va être encore plus long. Ça va être encore plus long de revenir en arrière parce qu'il va falloir que vous allez regarder ligne par ligne votre code applicatif, le comportement des applicatifs pour enlever des droits petit à petit. Vous allez prendre 6 mois. La bonne pratique, c'est quand vous avez un nouveau besoin fonctionnel dans votre code, c'est d'y aller finement. Ah, ça ne marche pas, je rajoute un accès particulier à la ressource AWS. Par exemple, sur AWS S3, pour le stockage d'objets, je rajoute le droit de modifier dans ce bucket sur cette ressource. Je rajoute un droit d'accès en lecture sur DynamoDB. Et vous y alliez étape par étape. Le démarrage il va falloir comprendre IAM. Mais une fois que vous aurez compris, ça va aller très très vite. La gouvernance, compliance, on en a parlé. Il y a un sujet qui est assez intéressant. Par exemple, vous avez mis en place une politique, et cette politique, c'est que tout l'ensemble des flux Internet, ils sont centralisés sur un compte, on va dire un compte network, un compte AWS Network. Et dans ce compte network, c'est les RSSI, les gens du réseau, qui pilotent ce compte. Et ils ont mis du firewalling en entrée et en sortie pour regarder ce qui se passe comme flux. Comme ça, je garantis la sécurité. Tout mon réseau externe, interne, vient dans un seul point. C'est scalable, c'est élastique, c'est parfait. Qu'est-ce qui empêche un de vos développeurs, un de vos tops sur un autre compte, d'ouvrir une Internet Gateway dans son compte et de passer par Internet? Si tout le monde est full admin, rien. Donc l'avantage, c'est que dans l'organisation, vous allez pouvoir désactiver des services. Je ne veux pas que mes utilisateurs de ce compte-là ouvrent une Internet Gateway depuis leur compte. Je veux qu'ils passent par le compte central de réseau. Flexibilité, on en a parlé. L'identité, vous allez pouvoir choisir n'importe quelle identité. Est-ce que c'est l'identité IAM que vous allez créer par le service IAM avec user par user dans la console? Est-ce que vous allez rapporter votre propre identité d'entreprise avec votre Inner Directory? Ou est-ce que vous allez utiliser l'identité sociale? L'identité sociale, ça va être avec Cognito, où vous allez pouvoir, grâce à une autre fonction de Cognito, faire de la fédération Google, Amazon, Twitter et OpenID, OAuth. Et ce qui va être un peu plus intéressant encore, c'est qu'on va pouvoir générer un token JWT, JSON Web Token, et ce token, il va être lisible par vos backends. C'est un fichier JSON, et là-dedans, on va voir, écoute, c'est Monsieur Toto. Et vous aurez l'identité de la personne dans un fichier JSON. Et ce sera Cognito qui va vous indiquer, je suis sûr que c'est Monsieur Toto. Ensuite, la flexibilité, le choix de votre annuaire, Active Directory que vous connaissez en entreprise, Cognito User Pool pour vos clients finaux, et le Cloud Directory, si vous avez besoin, qui est complètement différent, passer à l'échelle, comme la chaîne de restaurant. Intégration, on a parlé de fédération, on a parlé SAML2, on a parlé OpenID, OAuth, on peut parler de Kerberos aussi. Est-ce que vous utilisez des services managés? Vous êtes sur Lambda, comment je gère l'identité, comment je gère l'autorisation de ma Lambda pour aller attaquer mon bucket S3 et c'est de la donnée de santé? Pas évident. Là, je vais assumer un rôle.
Je ne vais pas lui mettre un access key et un secret key AW. Je ne vais pas lui créer un user pour qu'il puisse aller attaquer S3. Il va assumer un rôle d'accès à ma donnée S3. Et sinon, si vous avez des besoins, par exemple votre application on-prem, vous avez besoin d'attaquer des ressources AWS, S3 qui est un classique, mais vous pouvez attaquer SQS, la file de messages. Il y en a beaucoup qui le font. Là, vous êtes obligé d'avoir un user à AWS, donc là, de gérer un access key et un secret key. Et là, quand on fait, va falloir gérer ce user, donc secret manager, qui va pouvoir vous aider aussi. Le choix de migrer vos applications ou de rester on-prem. Donc on a commencé à en parler. Et l'offre compréhensive, ce qui est intéressant, c'est que sur les policies, je vous ai dit, il faut aller très très finement. Pour démarrer, on ne va pas lire une centaine de docs. Votre objectif, c'est d'aller au plus vite aussi, quand même. C'est de démarrer au plus vite. C'est pas de réfléchir beaucoup, de trouver une stratégie sur un an, de réfléchir pendant un an, faire des comités. C'est l'horreur, quoi. Votre objectif, c'est d'aller au TTM, c'est d'aller au plus vite en prod. On l'a souvent dit, hein, la session d'ailleurs l'a dit, c'est la qualité ne prime pas, c'est l'itération qui prime. C'est d'itérer très très rapidement et d'améliorer en continu. C'est pas de réfléchir pendant un an. Premier mois, je suis en prod et j'itère pour aller au plus vite et pour avoir la meilleure approche. Et donc pour ça, par exemple sur les policies IAM, on a les managed policies, des templates de politiques qui sont gérés par AWS. Utilisez ces managed policies pour démarrer et vous allez pouvoir affiner derrière suivant vos besoins. Par exemple, vous allez pouvoir dans les politiques gérer des conditions. Je veux que cette ressource, cette personne accède à cette ressource sur ce créneau horaire. Parce que c'est une application bureautique et les gens ils travaillent pendant les heures ouvrées. Donc je veux qu'ils accèdent depuis 8h jusqu'à 20h du soir. Le week-end non, la nuit non. Donc je diminue mon impact en fait. Ma couverture, comme ça les attaquants pendant la nuit ils ne peuvent pas venir. Ils viennent que pendant les créneaux horaires, déjà où je suis là. Plutôt pas mal. Et par exemple, l'autre condition, c'est je limite l'accès à cette politique par cette adresse IP. Donc mon application peut assumer ce rôle si elle a cette adresse IP, par exemple. Ensuite, vous avez le service d'audit. J'ai parlé beaucoup d'audit au début. Le service d'audit aussi s'appelle CloudTrail chez nous. Et donc, on va recenser l'ensemble des calls d'API que vous faites sur la plateforme. Et un call d'API, vous pouvez le faire à travers la console. La console fait un call d'API à la plateforme. Ça va être tracé. Le SDK de vos applications fait un call d'API. Ça va être tracé. La ligne de commande qu'utilisent vos ops, soit sur Mac, soit sur Linux, soit sur Windows, va être tracé. Tout va être tracé, en fait. Et donc, ça va vous aider à comprendre ce qui se passe. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir sur le routeur pour voir ce qui se passe. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur le firewall pour voir ce qui se passe. Tout est tracé, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une console unique pour tout le monde. Les développeurs et les ops. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont un problème d'accès, qu'est-ce qui va empêcher un développeur d'avoir un accès complet en lecture? Je pense que c'est la bonne pratique d'avoir un accès complet en lecture pour les collaborateurs. Comme ça, on ne dit pas que c'est ta faute. On va voir quel est le problème. On a une piste. On va voir la personne qui est responsable de l'IAM, par exemple. Je pense qu'il me faudrait ce besoin-là. Parce que regarde, on a la même interface, on se comprend, on a le même vocabulaire. C'est comme la chose la plus intéressante. On parle le même langage. Et en plus, pour démarrer, on va vous donner énormément de métriques. On va vous donner des alertes, des bonnes pratiques. Il y a un service qui s'appelle TrustAdvisor chez nous. Et TrustAdvisor, il vous fournit des best practices complètement automatiques. Par exemple, j'ai mon mot de passe de user IAM qui n'a pas été tourné depuis 3 mois. J'ai la fonction qui est disponible. On va vous remonter une alerte disant « ça serait bien que tu fasses ce genre de choses ». Vous avez un login, un access key, donc pour votre ligne de commande ou pour votre API, pour votre SDK. Vous avez généré un access key et un secret key pour que votre API puisse appeler les ressources AWS. Et pareil, ça n'a pas été tourné depuis 6 mois. Ou ça n'a pas été utilisé depuis 6 mois aussi. Pourquoi ça n'a pas été utilisé depuis 6 mois? Est-ce qu'il y en a vraiment besoin? On va vous remonter une alerte. Après, à vous de la traiter. Je ne sais pas si vous avez vu les sessions où vous parlez de sécurité. Il y a un partage de responsabilité chez AWS. On est responsable du cloud, mais vous êtes responsable de votre configuration. Par contre,
de très simple de conversion, mais on va vous donner énormément d'éléments pour que vous puissiez engager les bonnes pratiques. On rentre dans le détail. On rentre surtout sur les bonnes pratiques. Donc là, je vais vous donner une overview complète des services d'identité. Il y a des bonnes pratiques. Il y a des choses, 12 ans d'expérience, c'est des choses qu'on sait, on sait qu'on va vous donner les bonnes pratiques pour le faire, pour correspondre bien sûr à votre besoin. Les bonnes pratiques, c'est sur 3 piliers. Ça va être assez simple. Et je pense que la bonne pratique, c'est d'aller pilier par pilier, d'avoir une stratégie pilier par pilier, une stratégie identité de la personne, une stratégie identité de votre application, et l'autre stratégie identité de vos clients finaux, en fait. Donc l'identité de la personne pour AWS, c'est les développeurs qui ont besoin d'accéder à la console, mais ils ont aussi besoin d'accéder en ligne de commande à travers le SDK. Comment je gère tout ça, en fait? Les SecOps, par exemple, ils vont développer une fonction lambda qui va mettre à jour une politique de sécurité parce qu'il faut tout automatiser. Comment je m'assure que la fonction lambda, elle a le même droit que mes SecOps pour pouvoir développer ce genre de choses? L'application, on a vu l'instance EC2 qui assume un rôle pour aller sur AWS, pour aller sur S3, et ensuite d'utilisateurs finaux. La bonne pratique, si vous pouvez, utilisez votre annuaire d'entreprise dès le début. Dès le début, n'utilisez pas les user IAM et dupliquez pas l'identité de vos collaborateurs. MFA, on en a parlé, rotation des credentials. Si vous devez utiliser les user IAM, cochez la case pour que vos collaborateurs fassent tourner leur mot de passe. La mauvaise pratique, c'est ça, là. Opscompany.com, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas savoir. Vous donnez confiance à vos utilisateurs, mais vous êtes comme dans le contrôle. C'est pas là pour punir les gens, c'est pour savoir ce qui se passe. Et si c'est ops@company.com et qu'il y a 10 personnes dans vos équipes d'ops, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas qui a fait quoi. Et le problème, c'est que si la personne elle part, eh ben, elle a toujours accès. Elle a toujours accès à votre infrastructure. Elle a toujours accès à vos données. Ensuite, les groupes assignent une politique IAM sur des groupes, pas sur des users. Je reprends mon use case d'Ops. Vous êtes 10 et je pars en vacances. On est 10, je pars en vacances. Et en fait, on se rend compte, quand je ne suis pas là, mon collègue à côté, il a moins d'accès que moi. C'est ballot. Quand il va y avoir un incident, il va être obligé de m'appeler. Et moi, pendant les vacances, je vais être obligé de bosser. Donc, les groupes, mettez vos politiques sur les groupes, pas sur les users. Sinon, vous allez passer de mauvaises vacances. Je vous garantis, j'ai déjà fait. Ensuite, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une chose à retenir, c'est juste celle-là. Les privilèges les plus petits possibles, sinon ça va être une horreur. Les conditions IP, range de date pour que vos politiques soient accessibles sur un certain créneau horaire, sur un certain range d'IP. Il y a plein de conditions après à mettre en place. Vous verrez dans la doc, vous allez itérer dessus, vous allez pouvoir comprendre petit à petit. Organisation, on en a parlé. Voilà, les 3 choses pour les users. Je regarde vite fait si j'ai oublié quelque chose. Non, c'est parfait. L'application. Rôle. Et encore rôle, je pense. Et si par rôle, secret manager. Toujours. Et pareil, toujours, je reviens toujours sur cette phrase, que c'est applicable aussi à vos applications, aux users et à vos applications. Toujours. Et ensuite, Cognito. Je rentre dans le détail de Cognito. Donc on a vu l'annuaire. Donc c'est un annuaire managé par AWS, où vous allez pouvoir rentrer l'identité de vos clients finaux. Et donc là, c'est la partie annuaire qui s'appelle User Pool, et il y a Cognito Fédération. Et là, vous allez pouvoir vous lier à un autre provider d'identité. Vous avez par exemple un bouton Facebook de login, c'est super simple, la personne clique, elle est authentifiée. Bouton Google, bouton Amazon. Et donc Cognito va pouvoir gérer ça, pouvoir gérer cette fédération, et elle s'appuie sur des technos OpenID ou sur OAuth. Donc ça, c'est pour les applications utilisateurs finaux. Si c'est une application pour vos collaborateurs, SAML, c'est-à-dire que votre application mobile,
elle va faire une fédération avec votre, par exemple, un ADFS ou SAML, elle va pouvoir se fédérer directement avec votre application mobile. Voilà. Et en plus, donc on va gérer l'identité, l'autorisation, la fédération, et je vous ai commencé à parler, on va gérer tous les parcours. C'est assez compliqué les parcours d'authentification. Pour l'avoir fait il y a quelques années, je me suis retrouvé avec une spec de 300 pages. Parcours d'authentification, qu'est-ce qui se passe quand la personne essaye de s'authentifier 10 fois? Parcours d'inscription, comment je m'assure que c'est le bon mail? Je renvoie un email pour confirmer son mail. Je m'assure aussi, si je dois rentrer, s'il doit s'inscrire avec son téléphone, je renvoie un SMS. Tout ça va être géré par Cognito, en fait. Tous les parcours d'inscription avec le mobile, avec le mail, va être piloté par Cognito. Et ça, c'est une fonction qui vient de sortir. Et Cognito va définir le risque. Par exemple, la personne essaie de s'authentifier 10 fois. Il y a un souci. Je vais mettre un autre couche de sécurité. Peut-être que je vais lui renvoyer un jeton, par exemple 4 chiffres en SMS pour confirmer que c'est bien lui. Je vais peut-être envoyer une alerte disant mais quelqu'un qui essaye de s'authentifier 10 fois sur la plateforme. Est-ce que c'est vraiment toi ou pas? Par exemple, il y a une personne qui essaye de s'authentifier depuis la Chine, alors qu'on a vu que cette personne elle est tout le temps à Paris, quoi. Donc on va détecter que c'est la Chine et on va mettre en place une alerte, par exemple. Vous allez définir ce que vous voulez mettre en place. Une alerte, vous allez envoyer un mail à la personne. J'ai vu une authentification de la Chine. C'est assez étrange. Ou peut-être que c'est un mail, peut-être que je vais renvoyer un token, un jeton, par exemple 4 chiffres toujours, par mail pour confirmer que c'est la bonne personne. Donc on va mettre en place tous ces parcours. Et donc c'est des parcours qui sont déjà préétablis, mais vous allez pouvoir les customiser en termes de design et vous allez pouvoir aller en finesse sur la customisation. Et je vous avais parlé tout à l'heure de JWT. On va définir ce qui est super intéressant, c'est avec Cognito, vous allez pouvoir vous lier avec l'API Gateway AWS. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, l'API Gateway. C'est donc une gateway d'API. Et en fait, la sécurité va être gérée. Cognito va se brancher directement à l'API Gateway. Et la sécurité complète d'accès à votre API va être gérée au niveau de l'API Gateway. Cognito gère l'identité, va se brancher à API Gateway. Vous allez définir, écoute, cette personne, elle a le droit d'accéder à cette ressource. Donc c'est une API REST. Et elle a le droit d'accéder en POST, en HTTP POST dessus. Et vous allez définir l'autorisation sur chacune des ressources. Et si ça ne passe pas, eh ben, API Gateway va refuser la connexion. Et donc, API Gateway, une fois qu'elle a décidé que c'était la bonne personne qui avait le bon droit, eh ben, va laisser passer la requête, en fait. Ce qui est assez incroyable, c'est que quand vous allez arriver dans votre code business, là, vous êtes sûr de la personne, vous êtes sûr que c'est la bonne personne, et vous n'avez plus du tout à gérer l'autorisation. Votre code, c'est que du code métier, en fait. Plus de sécurité du tout. Vous faites confiance à l'API Gateway, toute la sécurité est là, et vous allez recevoir juste l'identité de la personne. Et donc, ça vous enlève quand même un sacré taf. Et ça, super intéressant. Les solutions architectes chez nous développent des templates, des architectures de référence sous forme d'infrastructure as code, CloudFormation, service d'infrastructure as code d'AWS. Ce soir, à 20h, il y a un webinaire sur les landing zones. C'est un concept AWS, la landing zone, où quand vous arrivez sur AWS, il faut construire toute cette gouvernance. Et ce qu'on vous propose, c'est à travers des templates CloudFormation de vous donner une architecture de référence. Ce template CloudFormation, c'est du code JSON, vous allez pouvoir le modifier. Et donc, c'est il y a trois lots. Le premier lot, c'est la structure de multi-compte. On a commencé à voir AWS Organisation, où vous allez pouvoir piloter votre hiérarchie de compte. On va créer pour vous le SSO qui va se brancher à un connecteur Active Directory. Et après, on va avoir des comptes de service. Les comptes de service partagés, où vous allez avoir la gestion de vos logs, votre runner Active Directory, la gestion de votre réseau. Toute la collecte de vos logs va être centralisée. Donc, si vous avez plusieurs comptes, on va pouvoir centraliser l'ensemble de logs
qui vont remonter de vos comptes. La sécurité, on en parlait tout à l'heure, l'audit, ce genre de choses. Et donc tout ça va être piloté à travers ce template. Et là, ce qu'on voit, c'est service catalogue. C'est un catalogue de services, comme avait fait TIBCO avec leur messagerie instantanée Slack. Vous allez donner accès à vos collaborateurs un catalogue de services. Ils cliquent et on va déployer un nouveau compte pour eux et on va le lier au service partagé avec l'ANER. Ils vont pouvoir accéder à l'ANER. Ils vont être branchés directement au compte de login et à la sécurité. C'était juste là d'ailleurs. Hop, le nouveau compte, sécurité, audit et réseau. Et donc tout ça va être automatisé. Et enfin, le SSO, aujourd'hui, AWS SSO est disponible qu'aux États-Unis. Donc la confidentialité de vos données, vous voulez que vos données restent sur l'Irlande, on va pouvoir faire un VPC peering interrégion pour que AWS SSO puisse communiquer avec votre annuaire et après, SSO va pouvoir aller sur l'ensemble de vos comptes AWS ou sur les services, les services de partenaires. Merci. Journée de formation gratuite au Someday à la Défense le 13 juillet. Si vous voulez, c'est une première journée, donc si vous avez déjà suivi les modules de démarrer sur AWS, je ne suis pas sûr. Mais si vous voulez avoir une vision complète pour démarrer sur AWS, en une journée, on arrive à faire l'ensemble du tour. Et autrement, je vous conseille Innovate. C'est un très grand summit en ligne. Ça dure 4 heures. Il y a des sessions de développement, de big data, de migration, ce que vous voulez. Merci beaucoup.